ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des faits qui se déroulent, c'est un roman qui se passe au XVIIe siècle. Et je me suis aperçue que finalement, les choses sont toujours un petit peu les mêmes. Il y a toujours un contexte particulier qui va favoriser une action particulière, un développement particulier, une recherche. Il va y avoir des ambitions souvent conflictuelles, des résolutions, certains accords, il va y avoir des développements, il va y avoir des dégradations de l'environnement également, donc des gens pour, des gens contre, et au milieu de tout ça, eh bien, il y a la complexité de l'être humain, femme, homme, ça dépasse vraiment le genre, on est au niveau de l'homme en tant que l'humanité. Et finalement, dans ce rouge marbre, donc, qui est ce roman, édité aux éditions du Cabardès, eh bien, il est question de tout ça. Alors, on ne va pas aller sur la Lune, mais je vous invite à une aventure qui se déroule, donc, plusieurs siècles en arrière, pas très loin d'ici, puisque nous sommes au pied de la montagne Noire, dans ce territoire particulier qui s'appelle le Minervois, où il y a, comme ici, comme dans la Malepère, de très longues baies. Et donc ce territoire, il y a un territoire de plaine, où les villages se sont établis, et puis il y a toutes ces collines de la pré-montagne Noire, paysages inviolés, pratiquement, avec juste des sentiers à chèvres, donc un paysage vierge encore, sauvage, âpre. Et bien dans ce paysage, ils vont se dérouler des choses. Et il va y avoir cette dichotomie entre les habitants de la plaine et puis ces collines qui vont, à un moment donné, se réunir, qui vont entrer en contact, comment et pourquoi. Alors je vais vous lire un petit peu là, vous faire une lecture de quelques extraits pour voir un petit peu le ton. Alors on commence, non pas dans l'espace, mais pratiquement, puisqu'on commence au cœur de la matière, au cœur de la géologie, pourrait-on dire, noir, abîme, silence des eaux, interminable neige des exuvis fossiles, chimie obscure, lents agrégats, longtemps. Feu, noyau, sombre, enfle, remue, roule, explose, bouscule, fracas, secousse, déflagration, soulèvement, dérive, ça pousse du côté de Féline, commencement. Alors, en fait, là, on assiste aux grands bouleversements géologiques qui ont donné naissance à toutes ces strates de roches, finalement, que l'on retrouve dans les chaînes montagneuses, depuis les Pyrénées jusque sur les contreforts de la montagne Noire, et en particulier dans ce coin du Minervois, plus particulièrement près d'un village qui s'appelle Cône-Minervois, Cône qui vient du latin cauna, c'est la grotte. C'est un endroit où il y a de nombreuses grottes dans toute cette roche. Et ce terrain est un petit peu particulier, si bien que, à partir de ce substrat, eh bien, va naître toute une aventure assez extraordinaire au XVIIe siècle. Cette aventure, elle va se situer tout d'abord dans un contexte bien particulier. Nous sommes au XVIIe siècle. On a évoqué tout à l'heure la période difficile dont nous sortons, avec l'épidémie que l'on connaît. Il n'y a pas loin actuellement une guerre qui est en cours, il y en a partout dans le monde, celle-ci est beaucoup plus proche. Mais là, dans ce tout début du XVIIe, on sort à peine, puisqu'il y a encore des escarmouches, on sort des guerres de religion. On est dans un pays qui est déchiré, on est dans un pays qui est exsangue, avec un pouvoir royal qui tente de juguler absolument tout le pays et d'étendre ça, vraiment de mettre tout sous sa coupe. Donc
là aussi, ça nous parle. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai eu envie d'écrire ce livre, ce roman. Premièrement, parce que le paysage me parlait. Je suis partie d'un coup de foudre. Lorsque j'ai vu ces paysages de Cônes-Minervois, le village, l'abbaye, puis ces collines sauvages dans lesquelles j'ai randonné, et que j'ai ensuite, qu'on m'a raconté toute l'histoire qui était liée à ça, j'ai dit, mais il y a matière à roman, et c'est comme ça que j'ai écrit cette histoire. Donc nous sommes au XVIIe siècle, dans cette période extrêmement troublée, qui se relève de ces blessures, hein, qui a du mal à se relever de ces blessures. Et ce village s'est construit autour d'une abbaye, comme c'est le cas dans beaucoup de villages. On a une abbaye. Vous savez, lorsque l'Empire romain s'est démantelé, lorsque la fin de l'Empire romain, ben finalement, on peut dire que c'est dans les abbayes que c'est réfugié un petit peu la culture, les anciens savoirs, les manuscrits qui ont pu être sauvés, y compris les manuscrits de médecine, tout ce savoir qui s'est... Voilà. Et autour de ces abbayes, dont souvent le père abbé était également le seigneur, c'est-à-dire qu'il avait une responsabilité spirituelle, mais aussi temporelle, dans ces abbayes, autour de ces abbayes se développaient les villages. C'est le cas pour celui dont nous allons parler. Alors, ce roman est un roman choral, c'est-à-dire qu'on va entendre plusieurs voix, qui chacune va raconter sa réalité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une seule réalité, il va y avoir les mêmes faits, mais ils vont être interprétés et vécus complètement différemment. Et comme voix principale, eh bien j'ai choisi une femme dont l'évidence du personnage m'est apparue d'emblée. J'ai commencé par écrire ce roman comme ça, avec ces voix de femmes, une femme et son enfant qui a une manière de s'exprimer très curieuse, et vous comprendrez pourquoi ensuite. Alors voilà la description de ce village par cette femme qui se présente. Je m'appelle Marie. Les gens m'ont surnommée la Couloubre, à cause de mon petiot. Comme il se faufile partout, ils l'ont baptisé Couloubrette, autrement dit Couleuvreau dans notre langue. J'habite près du sentier qui descend vers le bourg. Vu d'ici, c'est juste un gros village, doré comme une miche au sortir du fournil. Les maisons entourent l'abbaye. On croirait voir un berger conduisant son troupeau, sauf qu'en bas, ce sont des loups. Patelin par devant, mal parlant par derrière, et que leur chef, c'est l'abbé. Il ne sort pas souvent, ou quand il sort, c'est un grand équipage, toujours bien escorté. Avec ça, un air si benoît qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Normal, quand on porte tonsure et chapelet. Moi, je dis que sous la robe de bure, il doit y avoir du bel habit. Batiste, laine fine, peut-être même de la soie. Parce que, tout bénédictin qu'il est, l'abbé est plus souvent à Rome qu'à chanter l'ode et matines au couvent. Il revient à Pâques, avec les cloches, pour bénir les moines qui vivent encore là. Ce jour-là, le carillon sonne, mais la résurrection, c'est entre eux qui l'a faite. Ceux du bourg vont à l'église paroissiale. Nous, les gens des collines, on préfère aller à la chapelle du Cros. On l'aime bien, Notre-Dame. Elle nous a toujours protégés. Elle éloigne le mal, des vignes la grêle, des troupeaux la maladie du charbon, des nourrissons le gros ventre, des filles les routiers, même si moi, je ne leur ai pas échappé. Mon petit, il est muet. C'est ce qu'ils m'ont fait qui lui a coupé la langue. J'aurais tellement voulu leur couper autre chose à tous ces porcs qui me sont tombés dessus. Je ne sais pas duquel est venue la graine, mais c'est dans mon ventre qu'elle a germé. Alors, bâtard ou pas, j'ai fini par l'aimer. Couloubrette, je lui chante. Mon lézard, ma colombe, ma coulevrette jolie. On a beau dire, je suis sûre qu'il m'entend. Je le vois dans ses yeux. Après ce qui m'est arrivé, je chasse tous ceux qui s'approchent, sauf l'ermite, un saint homme qui garde la chapelle et la source du Cros. On dit que son eau fait des miracles. C'est pour ça que j'en donne à boire à mon petiot. Jusque-là, tout va bien. Je me débrouille avec mes chèvres et aussi la laine qu'on me donne à carder. C'est après que les choses seront difficiles, quand Couloubrette aura grandi. Qu'à cela ne tienne. Si quelqu'un veut lui faire du mal, je saurai le défendre. Pour lui, je suis prête à tout. Je me battrai, bec et ongle, quitte à en crever.
Donc c'est à travers ce personnage de femme, dont on voit déjà le contexte social, tout ce contexte, que cette histoire va se dérouler. Alors que se passe-t-il? Il se passe tout simplement qu'il va y avoir sur ce terrain une découverte, ou plutôt une redécouverte, un petit peu extraordinaire. Et lors d'un dîner chic, on dirait aujourd'hui, un dîner chic à l'abbaye, l'abbé fait une annonce. Il rentre de Rome. À Rome, il a rencontré des gens, des artistes, notamment des sculpteurs, un sculpteur, et de cette rencontre est née une idée. Donc, ce soir-là, les gens sont réunis, et voilà. Entre les poires et le fromage, l'abbé lance à la cantonade. Que vous inspire ce vin? Un peu désemparés, les convives lorgnent en direction de leur verre. Pierre d'Alibert, dit le capitaine, depuis qu'il a servi dans les troupes loyales contre les Huguenots, avale une gorgée et déclare « Rien de particulier, sinon qu'il est fort bon. » En effet, un honnête muscat issu de nos vignes, la terre qu'il a produit est pourtant bien ingrate. Cailloux, buissons, pierrailles, seules s'en contentent les chèvres et les moutons. Si j'osais imiter les Saintes Écritures, je dirais qu'elle possède un trésor invisible à l'œil nu. Où veut-il en venir? Se demande son frère, agacé par ses effets de manche. Cette aptitude du sol à donner le meilleur, poursuit l'abbé, cette vertu des anciens était enfouie dans ses entrailles. Il a fallu la main de l'homme pour la révéler. En vérité, je vous le dis, nos garrigues recèlent une autre richesse que par paresse ou par négligence, nous n'avons pas su faire fructifier. Autour de la table, les convives se taisent dans l'attente d'un éclaircissement. Seul Fra Bartolomeo esquisse un sourire lorsque, tel un joueur abattant ses cartes, l'abbé dépose sur la table un objet de la taille d'un gros œuf. Lapidis jaspidis. Alors ce lapidis jaspidis, c'est tout simplement du marbre. Alors c'est un marbre, d'où le titre, un rouge marbre, un marbre absolument unique, un marbre incarnat. Alors, ce rouge incarnat dans le mot incarnat, il y a le mot chair. C'est un marbre qui a une couleur de chair et qui est jaspé de blanc. C'est un marbre qui va être très prisé, comme on le verra par la suite, d'autant que, comme je vous ai dit, les guerres de religion sont achevées, mais on est en plein débat entre Église catholique, débat de pouvoir, et la réforme, c'est-à-dire les protestants. Donc, à la suite du Concile de Trente, contre-réforme, l'Église décide de faire des églises un vrai théâtre, c'est-à-dire d'attirer les gens en faisant du spectacle et du décor. Donc, on va avoir besoin d'une matière première, comme aujourd'hui, je vous disais les analogies, aujourd'hui on a besoin de minéraux précieux pour nos ordinateurs, nos circuits imprimés, les portables, etc. Eh bien là, on avait besoin de cette matière première noble, qu'est le marbre, pour le décorum. Et c'est vrai qu'à partir de cette époque, on va voir dans des églises qui étaient très sobres, à l'époque romane, on va avoir des décors qui vont déboucher sur le baroque, des décors absolument extraordinaires, une débauche de marbre. En Italie, ça a commencé depuis longtemps. Et évidemment, la France est encore à la traîne. Tout s'est arrêté un petit peu avec les guerres de religion, avec la fronde, voilà. Donc, lorsqu'il y a eu cette découverte, cette possibilité de gisement et d'exploitation, dans ce coin perdu du Languedoc, eh bien, on va faire appel à qui? Aux maîtres en la matière, aux Italiens. Donc les Italiens vont venir et on va avoir à la fois des prospecteurs italiens et ensuite toute une main-d'œuvre italienne qui va venir avec son savoir-faire, mais qui est malgré tout étrangère. Et donc on va se retrouver finalement avec des
peut-être pas des problèmes, mais du moins avec une configuration proche de ce qu'on a pu vivre dans des temps plus récents, et avec des polémiques autour de la main-d'œuvre, autour de l'emploi des étrangers, d'intérêts antagonistes qui vont se dérouler sur ce territoire. Alors, lorsque donc, cet abbé Jean d'Alibert, fait appel à en particulier ce sculpteur, puisque c'est un sculpteur, mais également c'est un entrepreneur, il a une entreprise de marbre, hein, c'est très florissant en Italie à l'époque. On pense à Carrare, bien évidemment, le marbre prestigieux de Carrare. Donc il va faire appel à ce Sormano, qu'il a rencontré à Rome, et ce Sormano va venir avec des prospecteurs. Germain qui est un berger, un peu simplé. Germain les a vus qui arrivaient par la plaine, 6 hommes et 2 mules chargées de bas. Tout comme les ont vus Jeanne, la vieille Toinette, Pierrot le Foulon et bien sûr Maître Bernard, le maréchal Ferrand. Il y a aussi l'Olivier près de la capitale, celui qui monte la garde pour les bergers et les oiseaux, et puis les pierres du village qui, avant eux, ont vu passer 1 ou 2 cohortes romaines, quelques chariots visigoths, une poignée de cavaliers arabes, les chevaliers croisés du seigneur de Montfort, la horde du prince noir, enfin, les bandes huguenotes et 2 ou 3 compagnies de routiers. De tout ce sang versé, elles ont gardé la mémoire, mais point trop de rancœur. La cité prospère tranquillement le long de l'argent double, dont les eaux basses en été, torrentueuses l'hiver, font tourner les moulins. Ils sont 5 compagnons, 2 traceurs piémontais et 3 tailleurs de Carrare, qui marchent aux côtés de Maître Sormano. De Gênes à Marseille, le voyage n'est pas long. Le navire transportait une cargaison de marbre destinée à divers ateliers provençaux. Ils sont ensuite montés à bord d'un bateau de commerce affrété par un patron narbonnais. 3 jours de cabotage jusqu'au quai de la Robine, où tout le monde a débarqué. 2 jours plus tard, ils se présentent au monastère Saint-Pierre et Saint-Paul-de-Cône, où l'abbé d'Alibert les attend. Donc à partir de ce moment, ces gens-là vont prospecter, ils vont aller dans les collines, ils vont faire des prélèvements, comme les astronautes vont faire sur la Lune, hein, par exemple, peut-être sur Mars, ou du moins avec des sondes. Donc ils vont faire ces prélèvements, et effectivement, le marbre va se révéler extraordinaire. Du moins, on n'a pas ce type de marbre en Italie. À partir de ce moment-là, eh bien, tous ces intérêts vont converger ou diverger. Alors chacun essaie de tirer son épingle du jeu. L'abbé, lui, en tête, c'est là que les ambitions, je vous parlais au départ des ambitions de chacun dans la course aux étoiles, hein, si on peut dire, et bien là, les ambitions vont aussi se révéler et elles vont être d'ordre différent, pour ne pas dire parfois conflictuel. Alors, il y a, par exemple, l'abbé, alors lui, ses motivations sont toutes complexes, hein, dans chaque personnage. Si les choses tournent comme il l'espère, tout pourrait bien changer. Des finances florissantes, une communauté ressoudée, son pasteur honoré par l'Église, qui sait même si la pourpre cardinalice, péché d'orgueil, murmura son oreille une petite voix, fierté légitime, réplique une autre, faisant valoir les titres canoniques de son client, vanité, mal d'enflure, persiste l'accusateur, ce à quoi l'invisible avocat rétorque, excès d'humilité est tout aussi blâmable. Il est bon de garder un peu de charité pour soi. À trop se fustiger, l'âme devient palichonne et perd toute vigueur. En revanche, lui, le sculpteur Sormano, a d'autres ambitions personnelles, hein, bien évidemment. Alors ces ambitions, le fait est qu'il... je suis en train de chercher le passage. En fait, il faut voir comment fonctionnent les artistes à l'époque. En particulier en Italie, ce sont des ateliers, ce sont des entreprises, souvent familiales. Et
comme pour la peinture, hein, lorsqu'on a par exemple l'atelier de Tintoret ou les ateliers de tous les grands peintres italiens, hein, de la Renaissance et après, ce sont souvent les enfants qui travaillent avec le peintre, et ce sont au départ des espèces d'entreprises de décoration, hein, que ce soit des décorations pour des palais, pour des églises, des portraits aussi, donc ils travaillent pour des particuliers ou, on dirait aujourd'hui, des institutionnels. Voilà. Et là, en l'occurrence, le commerce du marbre, l'exploitation du marbre est très florissante en Italie. Et il y a déjà des échanges importants avec le sud de la France. Puisque pour écrire ce roman, bien sûr, je me suis appuyée sur des archives, sur des recherches, sur pas mal de thèses faites par des Italiens en particulier. Donc il y a quelques grandes familles de Gênes, des environs de Gênes, en particulier du grand port de Gênes, qui s'occupent de l'extraction du marbre et de sa transformation et de sa commercialisation. Si bien qu'il y a, faisant suite d'ailleurs à la tradition antique, à la tradition romaine, hein, de l'architecture et de la statuaire romaine, il y a des familles très puissantes qui se disputent la part du gâteau. Et donc ce Sorman, évidemment, voit pour lui-même et sa famille un avenir radieux. D'autant que lorsqu'on est entrepreneur en marbre, par exemple, eh bien souvent, on s'allie à d'autres marbriers, on loue des bateaux, une flotte, et finalement, on a également sa propre compagnie de transport. Donc c'est vraiment tout un commerce qui s'établit très très puissant. Alors, donc, ce marbre on va commencer à exploiter ce marbre. Il va falloir le transporter, bien évidemment, et pour cela, on va avoir comme seul débouché Narbonne, évidemment, renouant avec la tradition du commerce antique, hein, en Méditerranée, puisque le port de Narbonne était directement lié au port d'Ostie, à côté qui était le port de Rome. Voilà, puisque les marchands, c'est-à-dire les négociants, les armateurs narbonnais, avaient leur comptoir, hein, on le voit d'ailleurs quand on va à Ostie, ils avaient leur comptoir là-bas. Donc ce maître Sormano est plein d'ambition, hein, pour lui-même, et l'exploitation va commencer. Donc évidemment, ça va être dans ce paysage, ça va être quelque chose en même temps d'une violence extrême, puisque ce paysage sauvage, ça va devenir un paysage de carrière, un paysage où le rocher va être attaqué, où il va y avoir une noria de carriers, d'ouvriers qui vont venir sur les lieux, qui vont transporter le marbre. Le premier coup de pic a ébranlé la colline. Une volée d'oiseaux a jailli des yeuses en piaillant. Le renard a dressé l'oreille. Ce son clair de métal heurtant la roche est différent. Différent de celui de la houe, lorsqu'on sarcle les vignes, de la serpette qui taille le raisin. Sec, aussi brutal qu'un coup de trique, il transperce la terre, il ne la féconde pas. L'ermite est sorti de son trou. Il a levé la tête et scruté le ciel. Au-dessus de la plaine, au-dessus de la falaise, les corneilles tournent en criant « Cra, cra !» On attaque le roc. Puis le calme est revenu. Une fausse alerte sans doute. C'est pourtant sur les hauteurs du plateau que l'on creuse. Là où 2 ans plus tôt, les étrangers ont mené leur prospection. Alors, il y a brusquement, là, je veux dire, ce personnage d'ermite qui apparaît. Et si on considère, alors je ne sais pas si certaines d'entre vous, connaissent les lieux, connaissent Cones-Minervois, connaissent ces carrières. Il y a donc ce village qui s'est construit, comme je vous ai dit, autour de l'abbaye, et puis à l'extérieur de ce village, il y a un petit vallon qui a été creusé dans la roche par le Cros, qui est un affluent de l'Argent-Double,
Et donc c'est construit là, vraisemblablement sur un sanctuaire des eaux d'origine celte, une chapelle qui s'appelle Notre-Dame du Cros, d'ailleurs qui ressemble à, c'est un lieu que j'ai trouvé magnifique, qui ressemble beaucoup à la Grèce, dans la région des météores. Donc c'est un lieu qui est très, très beau, très primitif, très préservé. Et c'est un petit peu le pendant et le contraire de ce village, avec cette abbaye puissante qui est bien établie. Et là, à Notre-Dame-du-Cros, au bord de ce petit torrent, qui est comme tous les torrents méditerranéens, qui coule parfois, qui déborde, parfois qui est à sec, on a une impression très primitive, de contact avec la nature, avec la nature non pas dans le sens mièvre, dans le sens de joli, mais quelque chose de très premier, de très minéral, de très tellurique. Et donc, attaché à cette chapelle, il y a toujours eu, la tradition a toujours voulu qu'il y ait un ermite, c'est-à-dire quelqu'un qui a décidé de se couper du monde et de vivre comme un sauvage. Donc cet ermite-là, qui est, il n'est pas nommé, c'est lui-même qui est allé là, qui vit juste à côté, il vit de rien pratiquement, et il fait corps avec ses forces telluriques. Et on comprendra comment, si vous découvrez le roman, vous verrez quelles sont ses raisons, quelles sont ses motivations, comment il a abouti là. Et donc cet ermite, finalement, va devenir le défenseur on dirait aujourd'hui, du paysage. Il va devenir une espèce d'emblème de la préservation du site, et au-delà de la préservation d'un certain mode de vie qui préfère la sincérité des choses et la juste consommation, on dirait, aujourd'hui, au décorum. Puisque quel est l'enjeu de tout ça? En fait, on va attaquer le roc, on va détruire une partie de la forêt, on va détruire une partie de l'habitat animal, on va éroder la roche, la montagne, pour finalement quoi? Pour la vanité, pour faire de belles colonnes, pour faire de beaux décors dans les églises, ou bien pour décorer des palais. Donc c'est cette problématique que cet ermite, que ce personnage d'ermite, avec tous ses excès, avec sa violence, puisque tout ça se terminera assez mal, eh bien il dénonce quelque part, et il est très moderne en ce sens, il va dénoncer cette exploitation de la nature et finalement tout ce dommage qu'on va porter à ce paysage qui jusqu'à présent vivait dans une ruralité tranquille. Élevage des chèvres, un peu de vignes, un petit peu de culture vivrière dans la plaine, et c'est tout. Et puis un petit peu d'industrie, de la laine, voilà, c'est tout. Et donc là, on passe à vraiment autre chose. Alors voilà ce qu'il dit à un moment donné. J'essaie de retrouver la page. Voilà. Alors, quand le vent vient de l'est, l'ermite perçoit le cliquetis des pointes acérées frappant en cadence. C'est comme une pluie d'orage qui déferle sur le roc. Parfois, à la tombée de la nuit, quand les hommes ont rejoint le campement, leur chant ricoche sur la falaise et vient planer au-dessus du vallon. Parfois même, ils devinent la lueur de leur feu. Par temps calme, lorsqu'aucun souffle ne vient troubler l'immobilité de l'air, les carrières de la Mallecasse se mettent à sonner à l'unisson. Le tintement des outils, l'appel des ouvriers, le hennissement des mules, le grondement des blocs roulant sur les pentes s'entrecroisent, se mêlent, se fécondent, pour jeter dans l'éther un insupportable chaos. Souillure, vocifère Nostradame. Nostradame, c'est le surnom de l'ermite. Insupportable crachat à la face de Dieu. Un jour même, l'eau de la source sera gâtée, et du sein de la terre ne coulera plus qu'un lait suri. Alors bien entendu, ce personnage s'exprime dans le contexte et avec la grille de lecture, on pourrait dire,
de son temps. Nous sommes au XVIIe siècle, donc sa formulation est religieuse. Mais encore une fois, on peut voir dans tout ce qui se déroule dans ce petit microcosme, eh bien, des choses très, très actuelles. Alors, les gens, par exemple, les gens du village vont, au début, évidemment, ils seront méfiants, mais pour finir, eh bien, tout le monde va être d'accord, puisque cette exploitation nouvelle va apporter des compétences nouvelles, va faire découvrir des outils nouveaux et encore une fois des techniques nouvelles. Et finalement, tout le monde va tirer son épingle du jeu. L'aubergiste va avoir des clients, les transporteurs, enfin les muletiers, les gens, les charretiers vont également être impliqués dans le transport du marbre. Le forgeron du coin va avoir à réparer, voire à fabriquer des outils. Et finalement, ben, tout le monde va se contenter de ça. Tout ça serait presque idyllique, hein. Les étrangers qui étaient étrangers, petit à petit, ben, ils prennent racine dans le pays. Au début, ils viennent exploiter au cours de l'année, ils viennent à la belle saison, puis ils repartent l'hiver, certains restent là, puis petit à petit, ils vont s'implanter. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes en pleine prise du pouvoir hein, par Louis XIV, hein, par le roi, par l'État royal. Donc finalement, on se dit, pourquoi laisser toutes ces richesses exploitées par des étrangers? Et finalement, tout le produit de ces richesses, de cette activité, eh ben, il file un petit peu sous le nez du pays. Et tout ça ne va faire que s'accentuer, évidemment, avec un personnage comme Colbert, hein, plus tard, qui va justement tenter de redonner un souffle au pays, de reconstruire, puisque le pays est exsangue, et donc de développer via les compétences françaises, hein, il va essayer de trouver toutes les ressources possibles, développer l'industrie, développer... Alors, ce qui se passe, c'est que, on est avant Colbert, hein, mais déjà, l'impulsion est donnée, et on est à la recherche de minéraux précieux. Donc, c'est ce que je vous disais au départ, cette recherche du minerai rare va conduire toute l'affaire. Si bien que, dans ce village, après les Italiens, alors que les Italiens sont bien implantés là, eh bien, qui va-t-on voir débouler? Ce que les locaux appellent les francimanes. Alors, les francimanes, ce sont ceux qui ne parlent pas occitan, ils parlent évidemment français, ou du moins sont dans le camp des Français, puisque, vous le savez, hein, je crois que c'est malgré tout un ressenti, hein, on a l'Occitanie, qui est une culture, malgré tout, et puis on a le reste. Malgré tout, il persiste toujours cette espèce de différence, déjà dans ce qu'on appelle l'accent, qui est en fait qui est le relief, qui est le vestige d'une langue très ancienne qui nous a porté, qui était le latin, hein, qui a évolué. Et puis le nord, hein, au-dessus de la Loire, on est déjà dans un autre pays. Donc les gens qui viennent du nord, ce sont les francimanes. Ils sont liés au pouvoir, donc c'est l'État, pas très bien vu. Et donc les gens, les locaux qui vraiment travaillent avec le pouvoir, finalement, avec le pouvoir qui n'est pas le pouvoir du lieu, eh ben on va les regarder un petit peu de travers. Et ils vont arriver dans ce contexte. Comme vous le savez, c'est un francimane qui s'exprime, qui est un entrepreneur d'Albi, qui vraisemblablement doit avoir l'accent, doit parler occitan lui aussi, mais qui est du côté du pouvoir. Je vous parlerai sans détour. Il parle à l'abbé. L'homme se racle bruyamment la gorge et poursuit. Comme vous le savez, le duc de Montmorency, gouverneur de cette province, m'a confié la tâche de recenser les ressources minières de ce pays. C'est à ce titre que j'ai entrepris des investigations dans tout le Languedoc. Et que recherchez-vous plus précisément? De l'or,
de l'argent, du plomb, du cuivre. Dans son coin, le commis garde les yeux fixés sur la pointe de ses chaussures, se contentant d'inspecter du regard tel ou tel coin du cabinet. Georges Balmier secoue la tête, puis déclare d'un air cauteleux. « Monseigneur, vous doutez bien de ce qui m'amène sur vos terres. Ma foi, je sais que l'on vous a vu du côté de Féline, mais aussi plus au nord. Dois-je en conclure que c'est aux marbrières que vous vous intéressez ?» Le maître maçon s'incline. C'est un fait. Outre les minéraux précisés, les gisements de pierre jaspe sont au cœur de nos investigations. J'imagine donc qu'on vous a informé des ressources de notre domaine. En effet, monseigneur, le commerce qui s'est établi entre le Languedoc et la République de Gênes n'est un secret pour personne. Vous faites des jaloux, et la jalousie délie bien des langues. Il serait fâcheux que la publicité en remonte jusqu'au roi. L'abbé se raidit, tandis que frère Guillaume laisse sa plume en suspens. « Monsieur, serait-ce là une menace ?» « Monseigneur, fit mine de s'offusquer le bonhomme, il faudrait pour cela n'avoir aucun respect pour votre habit ni pour votre religion. Le Risto se moque de moi, pense Jean d'Alibert, qui s'abstient toutefois de répondre. Georges Balmier poursuit son approche. Je ne suis, voyez-vous, qu'un humble maçon albigeois. Terre huguenote, glisse fielleusement l'abbé. Hélas, nous en souffrons beaucoup. La cité de Montauban, notre voisine, est assiégée par les armées du roi, etc., etc. Il se trouve que mes connaissances en matière de minéraux m'ont valu une certaine notoriété, si bien que j'ai été choisi pour diligenter ces recherches. On m'a parlé d'un certain incarnat que l'on ne trouverait que sur vos terres, une pierre d'une qualité exceptionnelle, pour laquelle un certain Sormano, maître sculpteur génois, aurait passé contrat avec vous. Il marque une pause, puis reprend d'un ton doucereux. Vous conviendrez qu'il serait dommageable qu'un tel marbre ne profite pas en premier lieu au roi. Cela pourrait même desservir votre chapitre, autant que votre seigneurie d'ailleurs. Donc voilà, menace voilée, et c'est vrai que ce Franciman qui va arriver avec son équipe, eh bien, cherche à rafler l'exploitation des carrières et le commerce ensuite du marbre. D'aussi bien que tout ne va pas se passer si bien, il y aura des escarmouches, mais je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, on assiste dans toute cette histoire, dans tout ce roman, à finalement une confrontation entre, on pourrait dire, deux mondes. Le monde de l'activité et le monde du pouvoir, et puis le monde du petit peuple et le monde d'intérêts autres, le monde aussi de ceux qui sont attachés à, on ne dit pas la nature à l'époque, puisqu'à l'époque, la nature, c'est quelque chose d'affreux. D'ailleurs, ça revient souvent, même dans les poésies, la nature, les rochers affreux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le confort technologique que nous avons actuellement dans la nature. Ce sont les intempéries, c'est la grêle qui vient ruiner les récoltes, ce sont les crues, et plus s'il y en a. Donc, on a tout cet ensemble de choses et qui va filtrer dans tout ce qui va faire le tissu de cette histoire, donc autour de ce marbre rouge, de ce marbre incarnat. Alors nous avons vu au début qu'il y a ces personnages, je ne vais pas m'apesantir là, je vous parle donc de façon plus générale du contexte, de ce qui s'est passé dans ce coin bien particulier de Cône-Minervois, que l'on peut et que je vous recommande d'aller voir, d'aller visiter, puisqu'il y a des carrières magnifiques, des sites magnifiques. Une carrière est d'ailleurs encore en exploitation, et ce sont des Italiens qui l'exploitent pendant l'été d'ailleurs, exactement comme faisaient enfin à la belle saison du moins, comme faisaient les Italiens au XVIIe siècle. Et effectivement, on parlait tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, des mines de Salsigne qui avaient pollué, évidemment, avec du mercure, des métaux lourds. Là, c'était l'exploitation du marbre, mais la problématique, finalement, était un petit peu la même. Hein. C'était qu'est-ce qu'on fait avec les richesses naturelles qu'on peut avoir? À quel niveau peut-on s'arrêter? Est-ce qu'on peut se limiter? Donc c'est tout ça qui est un petit peu dans
qui est au cœur de ce roman. Bien entendu, je n'ai pas voulu faire dans ce roman un essai sur ce sujet, puisque la matière même du roman, c'est raconter exactement la beauté aussi d'un lieu, d'un paysage, la complexité de tous les acteurs de cette histoire. J'ai commencé par vous lire cette présentation par cette femme qui s'appelle la Kouloub, qui est la mère d'un enfant sourd-muet. Cette Kouloub qui va passer donc dans tout le roman, qui va rencontrer tous les protagonistes directement ou indirectement, et qui va avoir un sens, elle a un sens très fort dans l'histoire, et son enfant encore plus. Alors pourquoi son enfant encore plus? Parce que cet enfant est, comme je vous l'ai dit, sourd-muet, et du fait de son handicap, finalement, puisque chaque chose a un revers, chaque chose négative, finalement, a un côté aussi positif. Cet enfant privé de parole est en contact direct, on pourrait dire, avec la roche, avec les forces telluriques, comme l'est ce personnage d'ermite, mais lui, ça serait un petit peu l'ange noir. Alors que cet enfant va se développer aussi, mais cet enfant est en relation avec ce que je vous ai lu au début, avec cette espèce de conflagration qui va bouleverser la roche, qui va faire jaillir finalement ces strates de marbre. Cet enfant est à l'écoute de tout ça, et du fait de son handicap, va acquérir, va développer une force morale, spirituelle, assez extraordinaire, et il sera vraiment d'un bout à l'autre de cette aventure peut-être le personnage clé. Alors, pardon pour ces... Je voudrais terminer un petit peu, puisque, oui, j'ai oublié autre chose, mais là, on déborde un petit peu du sujet, mais c'est au cœur de ce roman, de la même manière que nous avons été confrontés à une épidémie, à une pandémie. Eh bien, vous savez qu'à l'époque, la pandémie de l'époque, c'était la peste. Donc, le pays va être bien évidemment confronté à la peste, la fameuse peste du début du XVIIe, qui a ravagé Castelnaudary, Carcassonne, etc. Et là, j'ai pu trouver aussi dans les archives des descriptions donc de cette arrivée de la peste, des remèdes que l'on proposait, qui n'étaient pas si lointains, des mesures de protection aussi, qui n'étaient pas si lointaines de ce que l'on a fait actuellement, avec les masques, avec le courrier qu'on prend avec des pincettes pour éviter tout contact, les fumigations, voilà. Ça, c'est une petite parenthèse, mais dans ce roman également, la peste est très présente, du moins dans la dernière partie de l'ouvrage. Tout ça pour dire que on est là dans un condensé d'humanité, et là je reviens à ce qui était l'objet de ce qu'aurait dû être la conférence, l'humanité entre rêve et pragmatisme, entre poésie et industrie, entre intérêt particulier et vision plus large. Si bien que cette histoire s'achève, j'aurais pu vous lire d'autres pages, mais la fin, c'est un petit peu la vision qu'a cette Couloubrette, le Couloubrette, et la vision aussi qu'a le fils du marbrier, la vision de ce village, la vision d'un village finalement réconcilié après la peste, après les conflits. Au bourg, on allume déjà les lampes. Les cloches de l'abbatiale se sont tues. Le cordonnier accroche le volet à sa porte et maître Bernard range son marteau. Ce soir-là, lorsqu'il descend avec ses bêtes, Germain jette un coup d'œil au moulin. La vieille Jeanne, c'est sûr, il ne la verra plus sur le chemin de Citou. Sacrée carne, maudite rôdeuse, pense-t-il en pressant le pas.
Tout en haut du sentier qui grimpe vers les collines, l'olivier de la capitale a refermé ses branches sur un dernier oiseau. De l'autre côté du plateau, le crosse chantonne sur les pierres. Dans la chapelle Notre-Dame, les deux madones veillent en silence sur les ombres du couchant. Très loin, au plus profond de la terre, le grand serpent incarnat s'est assoupi. Donc voilà, là, on pourrait dire l'épilogue. Sur le plan ensuite beaucoup plus pragmatique, on peut dire que ce marbre est présent dans pratiquement toutes les églises d'Occitanie, mais au-delà, puisqu'il est présent à Saint-Pierre de Rome, et il est présent également à Versailles, puisque toutes les colonnades du Trianon ont été réalisées en marbre de Cône. Je vous ai dit également que les Français avaient essayé, les Francimans donc, avaient essayé de supplanter les Italiens. Finalement, ils y sont parvenus, puisque dès la fin du XVIIe, dans la dernière partie du XVIIe, eh bien, ce sont les familles de marbriers français qui vont exploiter le marbre et qui vont réaliser tous les grands décors d'église et évidemment les décors à Versailles, les architectures de Versailles. Alors, dans l'épilogue, donc, en 1665, sous le règne de Louis XIV, on entreprend la construction du canal des Deux Mers, destiné à favoriser les échanges commerciaux entre Atlantique et Méditerranée. La nouvelle voie d'eau contribuera à l'essor des marbres de Cône. Le fameux incarnat est présent dans nombre d'édifices religieux et publics du Languedoc, ainsi qu'à Versailles, exporté en Italie. Il figure également dans la nef de la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc voilà ce qui est en note. Là, c'est vraiment pour la partie très pragmatique de l'affaire. Mais disons que l'essentiel dans un roman, même si on part, et c'est toujours mon cas, je pars d'archives, je pars d'histoires avérées, de faits avérés, et ensuite j'essaie de les incarner dans des personnages imaginés, mais qui finalement vont synthétiser des possibilités, des vraisemblances du temps. Et je les mêle à des personnages qui ont existé. Mais on réinvente toujours, que l'on soit romancier, que l'on soit historien, on réinvente toujours un temps à la grille de lecture, avec comme grille de lecture son propre temps, sa propre humanité. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous avez été sensible à ce coin du Minervois, que je vous enjoigne à aller voir, peut-être avec ce livre après, ou avant la lecture du livre. Merci de votre écoute. Bien entendu, l'échange est ouvert, puisque vraiment c'est très fragmentaire. Ce que j'ai pu vous raconter, on peut aller beaucoup plus loin. Si vous avez des curiosités, des points d'interrogation encore en tête, ou si vous avez envie d'en savoir un peu plus, le micro est ouvert. Merci Michel. Vous n'avez pas parlé du tout de ce souvenir de Carrare, en marbre de Carrare, qu'a laissé le sculpteur. Absolument. Qui reste dans l'ordre encore en ce moment. Voilà. Alors je suis... c'est vrai que j'ai fait un survol un petit peu de cette affaire. Alors il se trouve que ce Sormano, sculpteur connu, puisqu'il a fait beaucoup de Madones en particulier, qui se trouvent en Italie. Ce sculpteur, ça a été un petit peu son pacte avec l'abbé. Il dit d'accord, je voudrais, il veut avoir l'exploitation du marbre. Il dit écoutez, en cadeau, je vais vous sculpter, je vais vous faire une Madone pour Notre-Dame du Cross. Et cette Madone sera faite en marbre de Carrare. Alors pourquoi en Carrare? Tout simplement parce que le marbre de Carrare est un marbre d'un blanc absolument pur. Et on appelle ça le statuario, c'est-à-dire le marbre destiné à faire des statues, puisque les statues, à l'origine, sont blanches, évidemment. Souvent, elles étaient peintes, d'ailleurs, dans l'Antiquité. Certains temples, d'ailleurs, devaient davantage ressembler à des temples hindous
qu'à ce qu'on imagine de la Grèce antique très pure, très épurée, très blanc. Donc la tradition catholique a repris, elle a repris au vol la tradition antique. Alors ce maître Sormano a fait effectivement une statue qui se trouvait, qui était destinée à Notre-Dame-du-Cross et qui, on ne sait pas trop pourquoi, se trouve à Puy-Chéric, dans l'église de Puy-Chéric. Peut-être a-t-on voulu l'embarquer sur le canal du Midi, justement, pour la transporter ailleurs. Mystère, jusqu'à présent, elle était là. C'est avéré, c'est signé Sormano. On ne sait pas trop la raison pour laquelle elle venait se substituer, là aussi c'est quelque chose qui est riche en symboles, elle venait se substituer à une très ancienne Vierge primitive en bois. Et d'ailleurs, c'est très symbolique, cette Vierge en bois qui représente finalement les forces de la nature, quelque chose de très simple, de très primitif, qui représente aussi les paysans, les habitants des collines, ils sont très attachés. Et on a ce monde, au contraire, des lettrés, ce monde du paraître, finalement, du décorum, qui lui va commanditer une Vierge en marbre. Voilà. Donc, à travers ces objets, cette Vierge en bois, cette Madone en bois, et cette Madone dans la tradition antique, en marbre, eh bien, il y a tout un sens aussi qui passe par rapport à la répartition sociale, on dirait. Voilà. Vous avez des questions, donc avant. Alors, ça ne sera pas forcément une question, si ce n'est dire que le roman qui est le vôtre, je trouve qu'il fait écho à des, vous l'avez d'ailleurs un peu évoqué, à des questions qui sont en fait d'actualité sur nos territoires et par ailleurs. C'est en fait l'acceptabilité des conséquences du progrès sur un territoire et la façon dont du coup on peut, quand on est à un moment donné un décideur, et là ça c'est les gens qui avons des responsabilités à chacun de nos niveaux, comment nous faisons pour faire en sorte que des éléments de progrès que nous estimons nécessaires puissent être le plus possible acceptés par les populations, et c'est derrière tous les enjeux à minima de la concertation et éventuellement même de la participation des citoyens à l'élaboration d'un projet et à la décision qui est derrière. Et c'est vrai pour des choses que nous avons connues dans le département, que ce soit historiquement l'aménagement du Languedoc. La décision est tombée de Paris, on aménage le littoral languedocien et ça avait été des batailles sur ceux qui ne souhaitaient pas être à l'époque les bronzes culs de l'Europe. C'était ça. C'est aujourd'hui la question du développement des énergies renouvelables sur nos territoires, les infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires. Voilà. Donc on est vraiment sur ça et je pense qu'effectivement c'est absolument intemporel et c'est sans doute quelque chose qui nous amène à une réflexion qu'on doit porter nous au niveau de nos collectivités puis après globalement avec les citoyens, tout simplement. Ben, on retrouve d'ailleurs la même... c'était un petit peu la... Alors, je n'ai pas, à travers le roman, je n'ai pas voulu, ce n'est pas une illustration de ce débat, mais disons qu'il... Naturellement, il vient. À travers l'histoire, on s'aperçoit que c'est toujours la même histoire finalement, mais avec des moyens décuplés, donc plus de danger finalement, plus d'impact sur l'environnement. Le même problème était soulevé dans mon roman précédent, donc aux éditions du Cabardès, toujours moi Jean Pigas, ouvrier du canal, puisque dans le creusement du canal, les gens se posaient la même question. Est-ce que ça ne va pas, j'avais même eu, c'était dans les archives, est-ce que ça ne va pas dérégler le climat? Est-ce que le climat, avec le canal qui va passer là, bon, ensuite il y a un détournement des ruisseaux. Et effectivement, il y a eu des dégâts, il y a eu des ensablements, il y a eu des débordements, voilà, il y a eu des intérêts conflictuels. Par exemple, les charretiers voyaient d'un mauvais œil le transport sur l'eau. Enfin, on retrouve toujours à la même époque des ambitions personnelles, des problèmes environnementaux, la question quel est le juste équilibre entre une exploitation qui va amener, disons, un mieux-être et puis le basculement dans l'exploitation vraiment sauvage et prédatrice. Voilà, donc là on s'aperçoit que
quelle que soit l'époque, eh bien, on arrive aux mêmes conclusions, enfin, du moins au même problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on dit roman historique, je n'aime pas trop ce terme, parce que roman historique, c'est vraiment mettre le roman dans un espèce de ghetto temporel et oublier que finalement, ça a toujours une prise sur notre vie contemporaine, en fait, c'est en prise avec nos problématiques contemporaines.